tu as 48 heures. Fais tes valises et dégage. Cette maison nous appartient maintenant. C'est ce que ma sœur cadette, Isabelle, a dit en regardant le salon, ses yeux balayant l'endroit comme si elle en estimait la valeur. Je m'appelle Sophie. J'ai 30 ans. Je vis avec mes parents dans la banlieue de Nantes, en Loire-Atlantique, et je travaille comme ingénieur en logiciel. Financièrement, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ce matin-là était censé être comme tous les autres, 5 heures du matin, mon moment préféré de la journée. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait la cuisine pendant que j'écrivais du code en silence. Ma propre routine sacrée. Cette maison a été construite par mon grand-père. Elle est vieille, un peu grinçante, mais c'est l'endroit que j'ai toujours aimé, l'endroit que j'ai protégé. Puis un bruit soudain a rompu le calme. J'ai levé les yeux et elle était là, ma sœur, Isabelle, qui n'avait pas mis les pieds dans cette maison depuis des années. Et à côté d'elle se tenait son mari prétentieux, Vincent. Sophie, c'est un peu soudain, commença Isabelle, sa voix aussi froide qu'un vent d'hiver. Avant que je puisse répondre, elle a de nouveau regardé la pièce et a dit, tu as 48 heures. Fais tes valises et dégage. Cette maison nous appartient maintenant. Pendant un instant, mon esprit est devenu complètement vide. J'ai cru avoir mal entendu, mais alors que je restais silencieuse, ma mère est apparue du fond du salon et a ajouté, comme pour enfoncer le couteau dans la plaie, « Sophie, écoute. Isabelle et Vincent peuvent faire un meilleur usage de cette maison. Tu as toujours été seule, mais eux, ils ont un vrai projet pour elle. » Quelque chose en moi s'est brisé à ces mots. Mais ce n'était pas une explosion de colère ou quelque chose de chaud comme ça. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant et de bien plus précis. J'ai lentement levé la tête, j'ai regardé ma mère dans les yeux et j'ai dit, « Un projet ? Vous voulez dire le genre de projet où quelqu'un d'autre rembourse un prêt hypothécaire qui a été contracté sur cette maison ?» Son visage est devenu instantanément pâle. Puis j'ai tourné mon regard vers Isabelle, qui avait l'air si suffisante un instant auparavant. « Sais-tu seulement qu'il y a un prêt de 140 000 euros ?» Ma contre-attaque calme a laissé Isabelle et Vincent sans voix. Dans leur tête, ils s'étaient seulement dit, « Nous allons avoir une maison gratuite. » Finalement, je me suis tourné vers mon père, qui fixait le sol d'un air gêné. « Papa, tu ne vas rien dire ? C'est mon indemnité de départ pour tout ce que j'ai fait ? 48 heures pour disparaître. C'est un retour sur investissement plutôt terrible. » La pièce a été engloutie par un silence gênant. Ils s'attendaient probablement à ce que je pleure, que je supplie, mais je n'allais plus me battre selon leurs règles. J'ai expiré, puis j'ai dit d'un ton vif, presque joyeux, « D'accord, compris. Je vais commencer à me préparer. » Ce n'était pas une reddition. C'était une déclaration de guerre. Dans ma tête, le code avait déjà commencé à s'exécuter. Nom du projet, vengeance familiale. Délai, 48 heures. Un plan sans faille. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai fermé doucement la porte. Pas une seule larme n'est tombée. Au lieu de cela, l'adrénaline a déferlé en moi. J'ai décidé de commencer par lister tous les biens. S'il pensait prendre la coquille vide de cette maison, j'allais retirer tout ce qui lui donnait de la valeur. Chaque once de confort, chaque fonction, chaque trace de valeur. Comprenait-il seulement pourquoi cette maison existait encore ? Il y a des années, mon père a perdu ses économies pour la retraite dans une arnaque, et les revenus à temps partiel de ma mère couvraient à peine ses habitudes de consommation. Pour compenser, ils ont emprunté une grosse somme à la banque, en utilisant cette maison comme garantie. Quand mon grand-père est décédé, le titre de propriété de la maison leur a été transféré. Ils s'en sont servis pour obtenir le prêt, mais bien sûr, ils n'ont pas honoré les paiements. La maison était sur le point d'être saisie. Je me souviens encore de cette nuit. Mon père, la tête dans les mains devant l'avis de saisie, et ma mère suppliant, « Sophie, tu peux arranger ça, n'est-ce pas ? Si tu rembourses, nous mettrons la maison à ton nom. » Les conditions de la banque étaient brutales, rembourser immédiatement le solde impayé et régler le capital restant plus les intérêts 140 000 euros en 3 ans. Sinon, la maison serait vendue aux enchères. « C'est pour la famille », avait-elle dit. Avec ce simple commentaire, j'ai décidé de reporter mon propre rêve d'acheter une maison, un projet que je planifiais depuis 3 ans, et j'ai continué à faire les paiements mensuels avec diligence, sans jamais faillir. Quand j'ai vu leur visage soulagé, j'ai pensé avoir fait le bon choix. Mais ce n'était pas de la gratitude. C'était le regard de personnes satisfaites d'avoir un portefeuille pratique.
Et il n'y avait pas que le prêt. Ce grand canapé en L dans le salon? Je l'ai acheté après des mois d'heures supplémentaires, en imaginant la famille se détendre ensemble pour regarder des films. Le téléviseur OLED de 65 pouces? Je l'ai acheté parce que papa avait dit un jour, les nouveaux téléviseurs de nos jours sont vraiment quelque chose. Quand la machine à laver est tombée en panne, j'en ai acheté une nouvelle, le modèle haut de gamme avec sèche-linge. Quand le toit a fui, j'ai payé les réparations. Quand les murs se sont défraîchis, je les ai repeints. J'avais tout investi dans ce projet appelé foyer, mon temps, mon argent et mon amour. Tout ce que je voulais, c'était que ma famille vive confortablement. Mais après avoir remboursé jusqu'au dernier centime, voilà comment il me remercie. Alors maintenant, en 48 heures, je vais extraire chaque morceau de ma vie de cet endroit, en toute sécurité, complètement. D'abord, je devais m'assurer un allié extérieur essentiel pour cette opération, l'entreprise de déménagement. Il était encore tôt le matin. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé dans la barre de recherche, service de déménagement d'urgence Nantes 24 heures. Quelques options sont apparues. Parmi elles, une entreprise s'est démarquée, Déménageurs du Val-de-Loire. Des avis excellents et un site web élégant. Ça valait le coup d'essayer. J'ai composé leur numéro. À ma surprise, un homme a décroché après quelques sonneries. Il s'appelait Thomas. Sa voix était ensommeillée, mais professionnelle. Bonjour. Je suis terriblement désolé d'appeler si tôt, mais j'ai besoin d'un déménagement d'urgence aujourd'hui. J'ai expliqué la situation brièvement et désespérément. Au début, Thomas a semblé vraiment décontenancé. Aujourd'hui, a-t-il dit, incrédule. Mais quand j'ai listé les articles à déménager, le canapé, le téléviseur, la machine à laver, l'ensemble de chaises de salle à manger, d'autres appareils électroménagers et des effets personnels sont à changer. Il a probablement réalisé que ce n'était pas une fuite désordonnée. C'était un travail professionnel en bonne et due forme. D'accord, nous devrons facturer des frais d'urgence, mais nous pouvons nous arranger. Le plus tôt que nous puissions envoyer une équipe sur place, c'est, voyons voir, midi aujourd'hui. Est-ce que cela vous convient? Parfait. À cette heure-là, tout le monde serait normalement sorti, donc je pourrais effacer mes traces complètement. Oui, midi, s'il vous plaît. Et l'équipe pourrait-elle être aussi silencieuse que possible? Ne vous inquiétez pas, nous sommes des professionnels. La simple phrase de Thomas m'a donné plus de réconfort que n'importe quel discours de consolation n'aurait pu le faire. J'ai raccroché, j'ai expiré et j'ai coché la première étape du plan. Il ne restait plus qu'à attendre l'exécution. J'ai ouvert le dossier des reçus et j'ai commencé à coller des petits post-it sur chaque chose à emporter. Ça, c'est à moi. Ça aussi. Celui-là, également. Tout. Pendant les heures qui ont précédé midi, j'ai fait mes cartons calmement. Mes parents et Isabelle s'attendaient probablement à ce que je sois dans ma chambre, en train de sangloter. Leurs rires occasionnels provenant du salon n'avaient plus aucun effet sur mes nerfs. Je ne les percevais même plus comme un bruit de fond. À midi pile, l'interphone a sonné. L'équipe des déménageurs du Val-de-Loire, dirigée par Thomas, est arrivée. Silencieuse, efficace, professionnelle. Je les ai accueillis à la porte d'entrée et j'ai désigné les articles marqués avec des post-it. Ils ont semblé un peu surpris par mon sang-froid, mais ils se sont tenus à leur travail et n'ont pas perdu un mot. Le premier à sortir fut le grand canapé en L, le symbole de la convivialité familiale que j'avais autrefois imaginé. 2 déménageurs l'ont soulevé avec une aisance professionnelle et l'ont transporté lentement à travers l'embrasure de la porte. En le regardant partir, je n'ai ressenti aucune tristesse. Au contraire, c'était comme si une lourde chaîne avait été coupée. Ce n'était pas une relique sentimentale, c'était quelque chose que j'avais acheté avec mon propre argent, ma propriété, et je le récupérais. Ensuite, le téléviseur de 65 pouces a été démonté et enveloppé dans sa housse de protection. La machine à laver, le micro-ondes, le grille-pain, ils ont été chargés sur le camion l'un après l'autre, comme un peloton discipliné. Un déménageur s'est arrêté en transportant une chaise de salle à manger et a demandé « On peut laisser la table ?» Oui, la table appartenait à mon grand-père, mais ces chaises, je les ai achetées l'année dernière. Il a hoché la tête d'un air compréhensif et a emporté les chaises avec soin. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne leur enlevais pas la maison elle-même. J'extrayais, avec une précision chirurgicale, la valeur que j'y avais investie. Mon esprit, toujours celui d'un ingénieur, est resté calme et concentré.
Ce projet serait exécuté sans bug. C'était tout ce à quoi je pouvais penser. Après que le camion des déménageurs soit parti silencieusement, je suis resté seul au centre de la maison. Les bruits domestiques que les meubles et les rideaux avaient absorbés avaient disparu. La maison ressemblait à une cathédrale, étrangement silencieuse. Une personne normale aurait pu être écrasée par un sentiment de perte à cette vue. Mais ce qui m'a envahi, c'est un étrange et féroce sentiment d'accomplissement et une anticipation excitée pour le prochain acte du spectacle. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai photographié le reçu des déménageurs, un enregistrement parfait du travail accompli. J'ai ensuite posé délicatement la clé de la maison sur la table de la salle à manger où se trouvaient les chaises. Je n'avais plus besoin de cette clé. J'ai emmené mon ordinateur portable dans un café voisin, j'ai commencé les démarches pour un nouvel endroit et j'ai attendu. Au moment exact où les 48 heures se sont écoulées, ma montre connectée a vibré doucement, le signal sonore annonçant le début du spectacle. En contemplant le coucher de soleil à travers la fenêtre du café, j'ai siroté un expresso. À ce moment précis, mon téléphone s'est allumé avec un appel. Maman. Un appel du public après le premier acte, peut-être. Bien sûr, je n'ai pas décroché. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale et j'ai écouté. Sur le haut-parleur, il y avait la voix hystérique d'Isabelle et les tentatives affolées de ma mère pour la calmer. Il n'y a rien dans la maison, maman. C'est vide. Sophie a tout volé. Elle a tout pris, a hurlé Isabelle. Calme-toi, Isabelle. J'essaie de joindre Sophie au téléphone, mais elle ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? La voix de ma mère tremblait de panique. De l'autre côté, je pouvais entendre ma mère s'effondrer. Son scénario avait été que je pleurais, que je ferais mes valises misérablement et que je partirais, puis qu'Isabelle et Vincent vivraient confortablement. Elle n'avait jamais rêvé que tout le décor disparaîtrait. J'ai envoyé un bref texto à ma meilleure amie et avocate, Camille. Le rideau s'est levé. Maintenant, nous attendons l'entrée de l'avocate. Sa réponse rapide a été rassurante. Le popcorn est prêt. J'ai commandé un autre expresso et j'ai attendu l'appel de mon père. Comme prévu, son numéro est apparu quelques minutes plus tard. Je l'ai également envoyé sur la messagerie vocale. Sa voix sur l'enregistrement semblait moins en colère que déconcertée. Sophie, qu'as-tu fait? La maison. Elle est vide. Rappelle-moi. Tu es allé trop loin. Trop loin. Vous m'avez poussé à payer 140 000 €, à travailler d'arrache-pied pour cette famille, puis vous m'avez mise à la porte sans un second regard. Ça, ce n'est pas trop loin? C'est ce que vous êtes. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai laissé sur la table. Ainsi, le bruit ne me dérangerait pas. J'ai siroté mon café lentement, en les imaginant faire les 100 pas dans une maison vide. Le lendemain matin, j'étais au cabinet d'avocat de Camille, un espace moderne en verre. Elle m'a tendu une tasse de tisane et a souri malicieusement. Alors, le château vide d'hier soir a fait pas mal de bruit. J'ai écouté les messages vocaux. Une sacrée panique. C'était le premier acte parfait, mais ce n'était que l'ouverture. Le plat principal arrive, ai-je dit. J'ai posé l'épais dossier de reçu et une vieille photo de mon grand-père, François, sur la table. Camille a feuilleté les reçus et a poussé un soupir d'appréciation devant le volume. C'est remarquable, une preuve parfaite. La propriété des meubles et des appareils électroménagers est indiscutablement la tienne. Même s'il crie au vol, la police traitera probablement cela comme une affaire civile. Tu vois, mais c'est là que le vrai travail commence. Camille, je ne te demande pas de jouer en défense. Je veux que nous passions à l'offensive. J'ai montré la vieille photographie de mon grand-père. Dessus, François soulevait une petite fille, moi, sur ses épaules, souriant d'une joie sans retenue. Il avait construit cette maison de ses propres mains, fier et têtu jusqu'au bout. Cette maison appartenait à l'origine à mon grand-père. J'ai toujours cru que mes parents en avaient hérité légalement, mais quelque chose ne colle pas. La façon dont mon père a paniqué. C'était comme s'il était terrifié que je découvre quelque chose. L'expression de Camille s'est instantanément durcie. L'avocate en elle s'est réveillée. Elle a posé sa tasse de thé et s'est penchée en avant. Je vois. Donc, tu penses que le processus de succession n'a pas été transparent? D'accord, nous allons creuser. Si nous vérifions le registre foncier et les archives des testaments, nous pourrions trouver quelque chose.
donne-moi le nom complet de ton grand-père et la date approximative de son décès. Je lui ai donné tout ce que je savais. Elle m'a serré fermement l'épaule. Laisse-moi faire. Tu as déjà fait le plus dur, reprendre ta propre vie en main. Laisse les professionnels s'occuper du reste. Quand j'ai quitté son bureau, le ciel de Nantes était d'un bleu douloureux, presque moqueur dans sa luminosité. Pourtant, pour la première fois depuis des années, je me sentais calme. Ce n'était plus seulement mon combat. Et au fond de moi, je savais que la vérité qui attendait de faire surface serait bien plus grande que tout ce que je pouvais imaginer. Ces gens, qui erraient encore dans cette maison vide, n'avaient aucune idée que ce qu'ils étaient sur le point de perdre était bien plus précieux que de vieux meubles. Seulement 2 jours plus tard, un court texto de Camille est apparu sur mon téléphone. Viens au bureau. Maintenant. Même à travers ces quelques mots, je pouvais sentir son excitation à peine contenue et une pointe de fureur professionnelle. Quand j'ai ouvert la porte de son bureau, elle fixait sombrement son moniteur. Au moment où elle m'a vu, elle a fait pivoter sa chaise. Sophie, prépare-toi. J'ai trouvé quelque chose d'énorme. Sur l'écran se trouvait un document juridique numérisé, officiellement enregistré et scellé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Titre, Dernière volonté et testament de François Dubois. Le nom de mon grand-père. Tes parents t'ont dit qu'il n'y avait pas de testament quand il est décédé, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Oui. Ils ont dit qu'il n'en avait jamais fait, donc la succession est allée à son épouse et à ses enfants en vertu de la loi. C'était un mensonge. Un gros mensonge, a craché Camille, les mots ressemblant presque à une malédiction. Elle a déplacé la souris et a zoomé sur la section pertinente du testament. Au milieu du langage juridique dense, une phrase incroyable se détachait, écrite clairement et sans équivoque. Tous les biens immobiliers, y compris le terrain et la résidence située dans la banlieue de Nantes, en Loire-Atlantique, seront légués uniquement à ma petite-fille bien-aimée, Sophie Dubois. J'ai eu le souffle coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que ça dit. À partir du moment où ton grand-père est décédé, la maison t'appartenait légalement. Tes parents et Isabelle n'avaient aucun droit de succession. Ils le savaient et te l'ont caché, t'ont trompé, et ont même essayé de t'expulser d'une propriété qui était, en vertu de la loi, la tienne depuis le début. Ce n'est pas un conflit familial. C'est de la fraude et un abus de confiance. En écoutant l'explication calme de Camille, des fragments de souvenirs passés ont commencé à s'assembler dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle. Le jour où mon grand-père a marqué ma taille sur le pilier et a dit, un jour, ce sera toi qui protégeras cette maison. Ce n'était pas seulement un charme doux ou un geste gentil. C'était un message pour moi, un message pour mon avenir. Maintenant, je comprenais pourquoi mes parents acceptaient mes sacrifices si facilement, pourquoi mon père avait toujours l'air mal à l'aise quand le sujet de la maison revenait. Ils avaient vécu dans la crainte silencieuse qu'un jour je découvre ce qu'ils avaient enterré. Ils anesthésiaient leur culpabilité avec ma gentillesse. Au-delà de la colère, une résolution froide et absolue a jailli du plus profond de mes entrailles. S'il y avait une vérité qu'ils avaient essayé de cacher, n'était-ce pas mon devoir final en tant que petite fille de l'exposer à la lumière du jour? Je me suis tourné vers Camille et j'ai parlé doucement, mais avec une clarté indubitable. Camille, apprends-leur la réalité. Avec plaisir. C'est pour ça que je suis là. Camille a affiché un sourire féroce, comme si elle avait attendu ce moment depuis le début. Le lendemain, une lettre recommandée portant le nom de Camille est arrivée à la maison familiale. Elle contenait 2 pièces jointes. Première partie, un avis formel affirmant ma propriété de tous les meubles et appareils électroménagers achetés, avertissant que toute fausse accusation de vol entraînerait une poursuite en diffamation. Deuxième partie, une copie du testament de François Dubois, les informant officiellement que la propriétaire légitime de la propriété était Sophie Dubois. La lettre les avertissait que mes parents et la famille d'Isabelle se trouvaient désormais en situation d'occupation illégale et leur conseillait d'évacuer immédiatement les lieux. Camille m'a dit plus tard que cet après-midi-là, mon téléphone avait été inondé d'appels des dizaines, des centaines, de tous les membres de la famille. Elle n'a répondu qu'à un seul, celui de ma mère. « Passe-moi Sophie. J'ai besoin de lui parler », a crié ma mère. La voix de Camille, a-t-elle dit, était froide et précise. Sophie ne vous parlera pas. Toute correspondance future doit passer par ce bureau, par écrit. De plus, sachez que des dommages et intérêts s'accumulent quotidiennement pour occupation illégale. Cette seule déclaration a laissé ma mère sans voix, et l'appel s'est terminé brusquement.
Il m'avait toujours vu comme l'émotive, facile à culpabiliser, facile à contrôler. Mais maintenant, il faisait face à quelque chose que l'émotion ne pouvait pas ébranler, la loi elle-même. Bien sûr, ils n'ont pas accepté la défaite. Ils ont engagé un avocat local et ont tenté de contester le testament, affirmant que François était âgé, incapable de jugement sain, ou que Sophie avait dû le manipuler. Mais Camille avait déjà anticipé chaque mot. En quelques heures, elle a soumis des preuves, les résultats d'un examen médical passé quelques semaines seulement avant la signature du testament et une vidéo de mon grand-père, les yeux vifs et riants, participant à un tournoi d'échecs local. Sa vivacité d'esprit faisait honte à la plupart des trentenaires. Leur défense désespérée s'est effondrée au tribunal. Le juge a confirmé le testament dans son intégralité et a émis un ordre d'expulsion officiel contre mes parents et la famille d'Isabelle. Le dernier week-end où ils étaient autorisés à rester dans la maison, je l'ai visité avec Camille bien sûr, pas pour entrer, mais pour un rendez-vous avec l'agent immobilier. Oui, j'avais décidé de vendre cette maison. Les souvenirs de mon grand-père resteraient en sécurité dans mon cœur. Je pensais qu'il valait mieux couper les liens du passé physiquement aussi. Alors que nous parlions avec l'agent devant la maison, Isabelle est soudainement sortie en trombe de l'intérieur, le visage tordu de colère et de jalousie. « Sophie, comment oses-tu ? Tu penses que tu peux t'en tirer comme ça ? C'est au tribunal de décider si je m'en tire. Oh, et assurez-vous de payer les dommages et intérêts pour la période d'occupation illégale. Et je suis sûr que les frais de justice pour votre avocat seront assez élevés aussi, n'est-ce pas ? » J'ai souri chaleureusement. À côté de moi, Camille se tenait les bras croisés, regardant Isabelle avec un calme glacial. Isabelle s'est mordu la lèvre de frustration, sans voix. Elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi, et c'était ça, plus que tout, qu'elle ne pouvait pas supporter. À travers l'interstice du rideau, je pouvais voir mes parents jeter un coup d'œil depuis l'intérieur de la maison. Ils n'avaient même plus le courage de m'affronter. Pathétique. Ils avaient tout perdu, la confiance familiale, la réputation qu'ils avaient bâtie pendant des décennies, et maintenant même leur maison. Tout cela était le résultat de leur propre choix. La maison s'est vendue étonnamment vite. C'était une maison bien construite dans une banlieue calme de Nantes. Quand l'agent immobilier a appelé pour confirmer que la vente était conclue, j'ai enfin senti que je pouvais respirer à nouveau. Pour la première fois depuis des années, un long et épuisant projet avait enfin pris fin. Comme l'avait ordonné le tribunal, mes parents et le mari d'Isabelle, Vincent, ont quitté la maison avant la date limite d'expulsion, s'éclipsant pratiquement au milieu de la nuit. Tout ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'était de la vaisselle bon marché et usée et une pile de factures de services publics impayées. L'argent de la vente est devenu la base de ma nouvelle vie. J'en ai utilisé une partie comme acompte pour mon nouvel appartement et j'ai investi le reste judicieusement. Je n'avais plus à verser mon argent durement gagné pour les besoins de quelqu'un d'autre. Chaque centime pouvait désormais être consacré à mon propre avenir. Selon des parents éloignés, les choses ne se sont pas bien passées pour eux par la suite. Quand Isabelle et Vincent ont perdu les biens sur lesquels ils comptaient, leur mariage s'est rapidement effondré. Le travail de vendeur tape à accent grave, l'œil de Vincent ne pouvait pas suivre les habitudes dépensières d'Isabelle ni le loyer de leur nouvel appartement. Aux dernières nouvelles, ils étaient en plein divorce, et Isabelle passait d'un canapé à l'autre sur la Côte d'Azur, à la recherche d'un travail. Mes parents s'en sont encore plus mal sortis. La nouvelle du testament caché s'est répandue rapidement dans la communauté où ils vivaient depuis des années. Obsédés par les apparences, ils ont déménagé loin de Nantes, dans un petit appartement en location dans une ville rurale. Mon père, dépouillé de sa fierté, a perdu toute motivation, tandis que ma mère continuait à se plaindre à quiconque voulait bien l'écouter que tout est de la faute de Sophie. Perdre leur maison et leur statut social n'a pas suffi à équilibrer la balance. Camille se préparait déjà à déposer des poursuites pénales pour dissimulation de testament. Le prix qu'ils paieraient ne serait plus seulement financier. Le jour où ils devraient faire face à leur culpabilité derrière des barreaux de fer approchait. Même lorsque j'entendais des rumeurs sur leur chute, mon cœur ne bougeait pas. Il ne restait plus de haine, plus de colère, seulement une indifférence calme et inébranlable. Cela, plus que tout, prouvait qu'ils ne faisaient plus partie de l'histoire de ma vie. J'ai bloqué tous leurs numéros. Ils ne connaissaient pas ma nouvelle adresse. Physiquement, numériquement, émotionnellement, j'avais coupé tous les liens. Ce qui a suivi a été une paix si profonde qu'elle semblait presque irréelle. Quelques mois plus tard, j'ai pris une décision majeure pour reconstruire mes fondations à partir de zéro. J'ai quitté Nantes et j'ai déménagé à Lyon.
Je voulais un nouveau départ, un endroit vierge du passé. Heureusement, une start-up de technologie verte là-bas a reconnu mon expérience et m'a offert un poste de chef de projet. L'indépendance financière, je l'avais déjà atteinte. Mais à Lyon, dans cette nouvelle vie, j'ai enfin acquis également l'indépendance émotionnelle. Je n'avais plus à marcher sur des œufs en fonction de l'humeur de quiconque ou à me sacrifier pour plaire aux autres. Je tenais fermement le volant de ma vie entre mes propres mains. Et ce sentiment de contrôle était la forme la plus pure de force que j'ai jamais connue. Environ un an après m'être installé à Lyon, Camille est venue me rendre visite pendant ses vacances. Nous avons célébré tranquillement dans mon nouvel appartement. Elle a regardé autour d'elle, son expression s'adoucissant. « Cet endroit est magnifique », a-t-elle dit. « Il te ressemble tellement. Tout est grâce à toi, Camille. Sans toi, je serais peut-être encore enchaîné à cette maison. » Non, a-t-elle secoué la tête. Je t'ai juste montré la voie légale. C'est toi qui t'es levé et qui as exécuté ce plan fou et brillant de 48 heures. Cette force était entièrement la tienne. Elle avait raison. J'avais toujours été forte. Pendant des années, j'avais vécu sous la malédiction de la famille, doutant de ma propre valeur, mais je n'avais jamais été faible. Le courage de croire en moi, de dire non à l'injustice, avait toujours été là, attendant de se réveiller. Peut-être que tout ce qui s'était passé n'était que le traitement brutal mais nécessaire pour réveiller le lion endormi en moi.